Bonjour et bienvenue à Brazzaville. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, qui vient d'organiser le deuxième sommet des 3 bassins forestiers et de la biodiversité, c'est-à-dire le bassin du Congo, l'Amazonie et Borno-Mékong en Asie du Sud-Est. La sécurité était au niveau maximal et d'ailleurs les motards de la garde présidentielle de la République du Congo derrière moi témoignent. Il y avait pas moins de 3000 personnes présentes ici, pas moins de 9 chefs d'État et les autres personnalités qui font de la lutte contre le changement climatique le cheval de bataille. Parmi les participants, c'était les pays, les organisations de la société civile et parmi les pays, c'était la France. La France que j'ai le plaisir de recevoir ce soir en tant qu'invité, le directeur du développement durable au sein du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est également le co-facilitateur du partenariat des forêts du bassin du Congo, qui n'est que l'ancien ambassadeur de la République française au Cameroun, Christophe Guilou. Christophe Guilou, bonjour et bienvenue à la CIATV une fois de plus. Bonjour, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait plusieurs années que je réponds à vos questions et je suis très content de pouvoir le faire ici à Brazzaville. Nous sommes ici à Brazzaville, au Congo, dans le cadre de la deuxième édition du sommet des 3 bassins. Après le One Forest Summit au Gabon, est-ce qu'on avait besoin d'un autre rendez-vous pour discuter l'avenir des forêts? Alors, c'est une très bonne question. Le One Forest Summit a été lancé à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, pour essayer de trouver des solutions sur la mise en valeur du massif forestier autour du bassin du Congo. Pas exclusivement, mais c'était ça la préoccupation. Et c'est pour ça qu'il a tenu à avoir ce sommet au Gabon, à Libreville, en mars dernier. D'ailleurs, c'est un sommet qui a tenu compte avec la participation du Premier ministre du Cameroun. Et nous étions vraiment très contents d'avoir le Cameroun aussi à ce grand sommet. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui à l'initiative du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso. Et l'objectif, ce n'est pas uniquement valoriser le bassin du Congo, mais c'est également de tenir compte des 2 autres grands massifs forestiers dans le monde, l'Amazonie en Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Ce que cherchent ici aujourd'hui tous les participants, c'est essayer de mettre en valeur, de renforcer la coopération entre ces 3 grands massifs forestiers. L'objectif et l'inquiétude qu'on a tous, c'est que ces différents massifs forestiers commencent à être grignotés par l'économie, par la déforestation, et il faut qu'on arrive tous ensemble, collectivement, à la fois les pays concernés, mais également les pays industrialisés, à essayer de trouver des solutions communes pour faire en sorte qu'on puisse préserver ces grands massifs forestiers, les derniers grands massifs forestiers dans le monde. J'ai lu le document de bienvenue du président Denis Sassou Nguesso et dans le document, il écrit que 350 millions d'hectares de forêts naturelles sont menacés. Oui. Il évoque également que pour le sauvegarder, il faut trouver un financement global qui est autour de 1000 milliards de dollars. Oui. La France, en tant qu'un grand pays qui se consacre trop ces derniers temps sur la diplomatie écologique, que proposez-vous? Alors, la France, elle est concernée par ces 3 grands massifs forestiers. Tout à fait. La France, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle est très concernée par le massif forestier du bassin du Congo. Oui. C'est pour ça qu'on a lancé cette initiative à l'initiative du président de la République. Ce qu'on souhaite, avec nos instituts de recherche, avec toute l'expertise française, l'Agence française de développement, nos autres opérateurs, c'est essayer de trouver des solutions pour faire en sorte pas tellement de mettre la forêt sous cloche et qu'on n'y touche plus, c'est au contraire essayer d'avoir une exploitation, un développement durable de la forêt.
Ça, c'est pour le bassin du Congo. Et on met des millions et des millions et des millions chaque année là-dessus, dans les différents pays. En Amérique latine, on est également très concerné par le bassin massif forestier de l'Amazonie, puisqu'on a un département français, la Guyane, qui est un département amazonien aussi. Et là aussi, on a des centres de recherche, à la fois en Guyane, mais également au Brésil. Donc on travaille aussi sur la connaissance scientifique de ce massif forestier. C'est le premier massif forestier, mais c'est également un endroit où on est très investi depuis très longtemps. On a des instituts de recherche au Brésil. Le troisième massif forestier, c'est l'Asie du Sud-Est. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu dans ces différents pays, et y compris en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en juillet dernier, où il nous a demandé d'investir davantage sur la connaissance et sur les moyens de faire en sorte que la forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est une forêt très dense, où il y a une énorme biodiversité, qu'elle puisse continuer à être préservée et exploitée de façon durable. Donc c'est juste pour vous expliquer, et c'est un énorme défi pour nous tous. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce n'est pas une zone où on a historiquement une présence française, mais on est en train de développer les moyens de renforcer notre connaissance et d'accompagner les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La France vient de prendre la facilitation du partenariat des forêts du bassin du Congo, le deuxième poumon écologique mondial. Dans quel état avez-vous trouvé ces partenariats? Alors, la France a récupéré ce partenariat en juillet dernier, après la présidence qui était faite par le docteur Ruck, allemand. Nous avons eu d'ailleurs la cérémonie de transmission. A eu lieu à Yaoundé. A eu lieu à Yaoundé le 12 juillet dernier. Je suis donc allé à Yaoundé avec mon homologue gabonais, puisque c'est la première fois qu'on fait une facilitation entre la France et le Gabon. Jusqu'à présent, les facilitations, c'était un pays qui faisait ça pendant 2 ans. Donc, nous avons hérité de cette facilitation le 12 juillet dernier et nous allons la mener jusqu'en 2025, probablement juillet 2025. Dans quel état on l'a trouvé? Un état tout à fait correct, puisque l'objectif de la facilitation sur le partenariat des forêts du bassin du Congo, c'est essayer de faire en sorte que cet écosystème des forêts du bassin du Congo, qui est réparti sur 11 pays, puisse faire en sorte qu'on puisse tous travailler de façon intelligente, de façon ordonnée, dans un environnement très très compliqué, puisqu'on associe à la fois les communautés locales, on associe les organisations de la société civile, on associe le secteur privé, on associe des partenaires techniques et financiers, on associe des organisations du système des Nations Unies, on associe des scientifiques et on associe également les autorités des pays dans lesquels sont implantées ou vivent ces forêts. Donc tout ça, c'est un ensemble de 125 organisations et entités qu'il faut animer, dont il faut essayer de consulter, trouver les moyens de faire en sorte qu'on soit tous plus efficaces collectivement. Et c'est toute l'ambition que nous aurons au cours des 2 prochaines années. Et que comptez-vous faire? Alors, nous avons 5 priorités et nous les avons détaillées à Yaoundé en juillet dernier. Il s'agit, la première priorité, c'est d'améliorer la connaissance scientifique de la forêt. On se rend compte que la forêt est finalement très peu connue. En tout cas, il y a un énorme potentiel de connaissance. La deuxième priorité, c'est de travailler avec les organisations de la société civile. La troisième priorité, c'est faire mieux connaître les forêts du bassin du Congo, qui sont finalement au niveau international pas tellement connues. Beaucoup est fait sur l'Amazonie, tout le monde parle de l'Amazonie, mais les forêts d'Afrique centrale sont relativement moins bien connues et le partenariat vise à donner davantage de visibilité, faire en sorte qu'on puisse se mobiliser. La quatrième priorité, c'est de trouver les moyens financiers de développer les actions au service des populations et des pays pour la préservation de ces forêts. Et la cinquième priorité, c'est lutter contre tout ce qui est le braconnage et la criminalité environnementale. Beaucoup de choses se passent à l'insu des autorités, à l'insu des populations, la criminalité organisée, la contrebande, etc., etc. Et donc là aussi, ça va être un axe de la cofacilitation franco-gabonaise au cours des 2 prochaines années. Vous venez de citer certains problèmes
dont rencontrent les forêts de l'Afrique centrale, la criminalité en termes de braconnage, ainsi de suite. Ouais. En dehors de ça, quels sont les autres problèmes que vous avez identifiés qui méritent des réponses urgentes? La déforestation? La déforestation est un vrai sujet. Vous avez des pays où la déforestation avance parce que la croissance démographique fait qu'ils sont obligés de se développer, notamment à travers le secteur agricole. Et tout ça se fait en déforestant. L'autre sujet, c'est le bois de chauffe. Les populations rurales ont besoin de charbon pour se chauffer, mais surtout pour cuisiner. C'est aussi de la déforestation. On a également un gros sujet sur la coupe du bois, qui ne se fait pas toujours de façon légale. Et il y a beaucoup d'exportations qui sont illicites, malgré des règlements de la CEAC. C'est un vrai sujet. Il y a un règlement européen qui interdit, bien entendu, les importations de bois qui n'auraient pas été certifiés. Voilà. Et donc, beaucoup de ces bois partent dans d'autres pays. Et que les pays de l'Afrique centrale viennent de renvoyer la date limite à 2027, exactement. Qui est imposée. Exactement. Parce que ces pays ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre en œuvre leur propre réglementation. Donc, ils ont demandé un délai supplémentaire. Et nous espérons, bien entendu, que ce délai supplémentaire, 2027, sera respecté et que plus aucune grume, plus aucun tronc brut ne sera exporté de ces pays vers d'autres régions du monde. La facilitation qui est gérée donc par la France aujourd'hui et le Gabon vient d'énumérer un certain nombre de problèmes. Vous savez, l'Afrique centrale ou bien la zone des forêts de l'Afrique centrale, c'est environ 200 millions de personnes, y compris la République démocratique du Congo. Et vous avez évoqué les populations locales qui, naturellement, doivent vaquer à leurs occupations traditionnelles, c'est-à-dire l'agriculture qui est dominante dans cette zone. Comment convaincre? Quelles sont les alternatives à ne pas couper le bois, à ne pas détruire la nature, à garder la forêt naturelle, mais continuer à vivre? Alors, c'est une très bonne question, très compliquée. Notre objectif à nous, c'est pas de faire en sorte que la forêt soit mise sous cloche. En disant, vous ne touchez plus, on ne touche plus à la forêt, on a besoin de la forêt, vous savez, qui produit de l'oxygène, pour le bien de l'humanité. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la forêt puisse être exploitée. C'est un mur contre le changement climatique. Bien sûr, c'est fondamental. Et vous savez que la planète, on a une trajectoire d'augmentation de la température qui est catastrophique. On s'est fixé tous ensemble une limitation à moins de 1,5 degré. Et là, on n'est pas en train de respecter la trajectoire. Ce qui fait qu'il y a des désordres climatiques un peu partout. Très loin des accords de Paris de 2015. De 2015 à la COP 21. Et donc, on a besoin de ces poumons qui transforment le gaz à effet de serre, le carbone, en oxygène. Donc, il ne s'agit pas de dire « vous ne touchez plus à la forêt, on a besoin de cette forêt, vous n'y touchez plus parce qu'on a besoin de respirer de l'air pur ailleurs dans le monde ». Ça ne marche pas. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que ces forêts puissent être exploitées de façon durable, au service des populations qui y vivent. Parce que les populations, les autochtones qui vivent au creux des forêts, ce sont les premières impactées, premièrement, et c'est le trésor sur lequel elles vivent. Et elles savent les exploiter. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse en sorte, c'est qu'on trouve les moyens de faire en sorte que les règles que les autorités dans chacun des pays auront édictées seront respectées. Au Gabon, quel est le sujet? Au Gabon, le sujet, c'est les éléphants. Les éléphants ont été protégés pendant des années, et aujourd'hui, on sent qu'il y a un combat entre l'homme et l'éléphant. C'est un sujet. Au Congo, où on se trouve, le taux de déforestation est finalement pas si important que ça. Parce que les populations agricoles, historiquement, ne sont pas en recherche d'agriculture extensive. Au Cameroun, où il y a une pression démographique, la menace est différente. Donc je dirais qu'en fonction des différents pays, les solutions ou il faut les adapter. Problèmes, il faut avoir une réponse en fonction du contexte local. Vous venez d'évoquer un mot qui fait partie de tes nouvelles missions, exploitation ou bien développement durable. Oui. À quoi consiste votre nouveau travail au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française? Alors moi, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc je suis le directeur du développement durable. Développement durable, ça peut être les enjeux globaux, les affaires globales. De quoi s'agit-il? De mettre en œuvre, de négocier tout ce qui touche autour du climat,
autour de la biodiversité, autour des forêts, des océans, de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire, de la bonne gouvernance. Donc ce sont des enjeux énormes et ce sont des enjeux sur lesquels le président de la République Emmanuel Macron est complètement engagé. On l'a vu à l'occasion du One Forest Summit. Nous allons accueillir dans un peu moins de 2 ans la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en juin 2025. Nous venons d'accueillir une grande conférence autour de l'alimentation scolaire, autour de l'agriculture. Voilà les grands sujets qui sont gérés par la direction dont j'ai la charge. C'est une direction qui négocie aussi les grands accords internationaux, les grandes COP, la COP 28 sur le climat, la COP 15 l'année dernière sur la biodiversité, ou la COP qui viendra sur la lutte contre la désertification. Prenons par exemple la biodiversité, Oui. qui fait partie des sujets donc vous menez les négociations. Oui. Et que nous avons également évoqué ici à Libreville, au Gabon, parce que l'un des enjeux également de ce sommet des 3 bassins, c'est une question liée à la biodiversité. Quelle est la situation de la biodiversité au monde aujourd'hui? Alors, la biodiversité, c'est tout ce qui vit dans les forêts, dans les déserts, sous les océans. Ça peut être c'est le règne animal, c'est le règne végétal. On a plein d'espèces partout. Et le problème avec le développement industriel... Il y a les espèces menacées? Il y en a plein. Il y a des espèces qui disparaissent tous les jours. On a besoin de cet équilibre. On a des champignons, on a des mammifères, on a des espèces sous-marines aussi qui disparaissent à cause du réchauffement climatique, qui perturbe tout cet équilibre, tout cet écosystème. On a besoin de tout ça. Si vous avez des prédateurs, il y a une chaîne alimentaire aussi, qui fait que voilà, les grands mangent les petits, et si à un moment donné, il y a une rupture dans la chaîne, eh bien, les grands ne pourront plus manger les petits, ou les petits vont se développer si les grands ne sont pas là, et tout ça va perturber l'ensemble. Et donc, il faut qu'on arrive d'abord à bien identifier cette biodiversité et faire en sorte qu'on puisse continuer à se développer harmonieusement avec la nature, avec le règne animal, avec le règne végétal. Et c'est pour ça qu'à la COP 15 l'année dernière, à Montréal-Comminges, on s'est engagé au Canada, on s'est engagé collectivement à protéger 30% des aires terrestres, 30% des aires maritimes. Justement, dans cet effort, faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre côte à côte avec cette immense biodiversité que nous avons. Bientôt, cet entretien va terminer, mais il est extrêmement difficile de voir un diplomate ou bien d'être en face d'un diplomate français aujourd'hui sans évoquer la question de leur attachement vis-à-vis des changements climatiques. Depuis 2015, il n'y a aucune réunion internationale et même nationale sans que les acteurs principaux des questions de l'environnement n'évoquent pas l'accord de Paris sur les changements climatiques. Pourquoi ce document reste une référence mondiale? C'est une référence mondiale parce qu'on y a mis un énorme poids politique. On y a beaucoup investi. On a voulu faire en sorte que la COP 21 sur le climat en 2015 soit un game changer. À l'époque, vous étiez directeur de la démocratie auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Exactement. Et vous accompagnez à Yaoundé Madame la secrétaire générale Michaël Jean. En 2015, lorsque le président François Hollande venait aussi. Exactement. C'est deux délégations différentes. Exactement, exactement. Donc, on est complètement investi là-dessus et on a voulu faire en sorte que cette conférence de Paris, cette conférence des partis, soit un game changer, qui ait un avant et un après. Et donc, on a mobilisé tout le monde, au plus haut niveau, toutes les autorités françaises, pour faire en sorte qu'on se rende compte qu'il fallait prendre conscience qu'on était en train de détruire notre planète. C'est pour ça que je vous ai parlé de la cible des 1,5 degrés qu'il faut essayer de respecter. Aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, la France, à la fois c'était le président Hollande, mais également aujourd'hui le président Emmanuel Macron, sont complètement engagés. L'aide publique au développement de la France, au cours des 5 dernières années, a été augmentée de plus de 50%. Aujourd'hui, la France contribue dans son aide publique au développement à plus de 15 milliards d'euros par an. L'objectif
c'est de faire en sorte qu'on puisse accompagner le développement harmonieux, notamment sur les grands enjeux globaux et notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique. L'avant-dernière question, la question sur les financements revient tous les temps. Oui. Est-ce que vous contribuez énormément, les 100 milliards annuels Oui. Alors, proposés par l'accord de Paris? Oui. J'entends beaucoup de bruit sur ces sujets. Là-dessus, mais je veux parler juste pour la France. La France... C'est naturel que vous... Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, les financements globaux concernent tout le monde. Oui. Et juste pour la part de la France, oui. on verse ou on contribue beaucoup plus que notre place dans l'économie mondiale. OK. On est à plus de 6 milliards sur le climat, 2 milliards d'euros. Bon, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres. En tout cas, je peux vous dire... Allez-y. Mon audience n'a pas de problème des chiffres. Bon, alors... il faut qu'on soit fixé. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, la France contribue annuellement à plus de 6 milliards d'euros, dont 2 milliards sur l'adaptation. Et c'est beaucoup plus que les cibles qui sont fixées collectivement. Donc, si on n'y arrive pas collectivement, ce n'est pas à cause de la France. Nous, au contraire, on est une locomotive pour la lutte contre le réchauffement climatique. Sur les 100 milliards dont vous parlez, on les a atteints l'année dernière. On vient d'avoir les chiffres. Ce qui veut dire néanmoins qu'il va falloir continuer à augmenter les investissements, l'accompagnement, l'aide publique au développement, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre le réchauffement climatique. Sur les gaz à effet de serre, qu'est-ce qui provoque le changement climatique? Ce sont les gaz à effet de serre. Ce sont tous ces gaz qui sont émis par l'activité humaine, l'activité industrielle, et qui ne sont pas suffisamment absorbés et qui augmentent la température moyenne de la planète, la fonte des neiges, l'augmentation du niveau des eaux, et puis tout cet impact avec les grandes catastrophes. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à convaincre que c'est un problème mondial. L'Afrique est impactée. Sauf que dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, vous avez des grands pays, les États-Unis, la Chine, qui émettent pour à peu près 30% des gaz à effet de serre dans le monde, 30% chacun à peu près. Ce sont des grosses économies industrielles. Tout à fait. L'Afrique, là-dessus, on leur demande, il faut faire des efforts, mais l'Afrique ne représente que 2 à 3% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc quand on dit à l'Afrique, il faut nous aider, notamment sur les forêts, on dit, mais c'est pas nous. C'est pas nous qui émettons. Vous renvoyez la responsabilité ailleurs. Je renvoie la responsabilité à la planète entière. Okay. C'est une solution qu'on va trouver tous ensemble. Commune. Quand les forêts ont brûlé cet été au Canada, ça a été des centaines de milliers d'hectares qui ont brûlé, qui sont partis en fumée. On n'avait jamais vu ça. Bon, au Cameroun, en France, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais ça va avoir un impact. Okay. Ça va avoir un impact sur le niveau des mers, sur les réchauffements climatiques, sur la violence des phénomènes naturels. Et c'est cette conscience qu'il faut qu'on ait tous. Et ce que je constate, moi, là où je suis, c'est que c'est surtout les jeunes qui sont impatients. C'est surtout les jeunes qui sont en colère contre ça. Parce qu'on est en train de leur laisser une planète qui est en train d'être secouée comme elle n'a jamais été secouée auparavant. Vous avez des pays qui vont disparaître sous le niveau de l'eau. Parce que le réchauffement climatique fait fondre la glace et fait augmenter le niveau de la mer. OK. Monsieur l'ambassadeur, la dernière question de cet entretien est celle-ci. Lorsque vous étiez ambassadeur de la République française au Cameroun, votre première interview exclusive, c'était avec moi, une interview qui a été énormément citée, surtout la déclaration que la France va donner 40 milliards pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Votre dernière interview également au Cameroun en tant qu'ambassadeur de la République française au Cameroun, c'était avec moi, avec une interview qui a été également énormément citée, surtout ta déclaration de la descente sans sécurité à un lieu mythique dit Boumniébel, oui, qui a une relation avec Oumniébel, de l'UPC avec l'histoire entre la France et le Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes le co-facilitateur du partenariat représentant la France au sein du partenariat des forêts du bassin du Congo. Votre interview majeure première, c'est avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque au Cameroun? Est-ce que le Cameroun vous manque? Alors, j'ai passé 3 super années au Cameroun.
des années exaltantes, des années exigeantes aussi, des années enrichissantes, où j'ai vécu des moments très forts, notamment quand je me rendais sur le terrain, au plus près des populations, à travers les tournées cyclistes, les randonnées cyclistes, à travers également la visite effectuée par le président Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'1 an. Donc ce sont vraiment des moments très très forts que j'ai vécus. Mais aujourd'hui, je suis passé à un autre poste à responsabilité, et ce sont les grands enjeux globaux qui me mobilisent aujourd'hui, qui absorbent mon énergie, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la désertification, la lutte en faveur de la sécurité alimentaire mondiale, la santé, l'éducation, etc. Donc ce sont aussi de très très gros enjeux, mais il reste que j'ai un très fort attachement aux années que j'ai passées au Cameroun et à la richesse de tout ce que j'ai appris et de tout ce que j'ai pu faire pendant ces 3 belles années. Et avec ça, nous arrêtons cet entretien. Monsieur, ou bien ancien ambassadeur de la République française au Cameroun, aujourd'hui directeur du développement durable au sein du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le co-facilitateur avec le Gabon, représentant la République française au sein du partenariat des forêts du bassin du Congo. Merci pour cette entente cordiale, pour les interviews avec moi. Merci beaucoup. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence.